On vous souhaite la bienvenue à ericlato.com. Dans quelques instants, on vous parle d'une nouveauté à Saint-Jean-sur-Richelieu, un centre de stimulation avec la thérapie ABA pour les enfants autistes ou ayant d'autres différences. Mais d'abord, parlons de Chambly, parlons de la desserte policière avec le maire Denis Lavoie. Parlons maintenant de Chambly, la ville de Chambly, le territoire. Parlons des enjeux. Faisons aussi un bilan aussi de la dernière année. Et avec nous, le maire de Chambly, Denis Lavoie. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Est-ce qu'il fait bon vivre à Chambly? Écoutez, dernièrement, l'indice relatif au bonheur, bien, Chambly, c'est classé première. Fait qu'évidemment, les gens sont, par définition, les gens qui sont les plus heureux au Québec, selon l'indice relatif au bonheur. Bon. Est-ce que Chambly est une ville sécuritaire? Oui, c'est très sécuritaire, comme toutes les autres villes, comme toutes les communautés urbaines. On a nos problématiques, on a nos défis, mais non, oui, Chambly est une ville sécuritaire. Bon. Qu'en est-il maintenant de cet enjeu à l'égard de la desserte policière? La dernière fois qu'on s'était vu, vous étiez un peu comme dans la dernière année de l'entente avec la Régie, là, qui voulait évidemment qu'un grand territoire. Vous aviez émis le souhait de soit avoir peut-être une entente de partenariat avec un autre corps de police ou même d'avoir votre propre police. Alors, j'ai vu un peu l'actualité évoluer dans les dernières semaines. Vous avez fait une demande d'abord qui a été refusée par Québec. Exact. Mais regardez votre phrase, vous le dites vous-même, on fait partie d'une région d'un grand territoire. Donc, les gens, lors de la dernière élection, c'était un engagement électoral que j'ai pris, qu'on négocierait de bonne foi avec la Régie, avec nos partenaires actuels, avec nos aspirations et nos demandes légitimes, à savoir une police de proximité, un poste de police sur place, une représentation proportionnelle à la Régie. Vous n'avez qu'un exemple, puis sans cibler, il y a certaines villes, qui ont une population beaucoup plus restreinte. On a 30 000 de population, 29 000, là. Et lorsqu'on va voter au conseil d'administration, on va avoir le même nombre de votes. Alors, on veut un vote proportionnel, des choses que les municipalités connaissent à l'intérieur des MRC. Donc, tout ça a été écarté par nos partenaires. C'est correct, là, ils en ont parfaitement le droit. Bon, nous, à partir de ce moment-là, on a décidé, ce que la loi nous oblige, d'être desservis par un corps de police et impose des responsabilités aux municipalités. Nous, on veut assumer notre responsabilité. La ministre nous dit non. Le plus odieux dans l'histoire, c'est que Québec n'a aucune scène, ne verse aucune subvention, là. Ça va être la population de Chambly qui va payer en totalité son service de police. Mais sous quel motif la ministre vous a-t-elle refusé d'avoir votre propre corps de police et de sortir de la régie actuelle? Elle nous a refusé. Ah, ça, personne ne sait présentement. Ah, non? Non, on ne vous donne pas de raison, on ne vous dit tout. pas, écoutez, pour telle raison, on ne vous l'accorde pas? Non. Et selon vous... Bien, écoutez, ça peut être de la pure spéculation. C'est sûr que mon expérience un peu du milieu m'amène à penser qu'en 2002, il y avait une centaine, peut-être 100 ans de corps de police. On a restreint. C'est la première fois depuis 12 ans qu'une ville veut recréer son corps de police. Qu'est-ce qu'on me dit d'une façon imagée? Le ministre adjoint, M. Ouellet, me dit on ne veut pas remettre de la pâte à dents dans le tube. Donc, ils sont très réfractaires. Ça dit ce que ça dit. Ouais, ils sont très réfractaires. Mais écoutez, Chambly sort cette année par les hautes études commerciales comme étant la ville la mieux gérée au Québec, dans les villes de 25 à 50 000 habitants. On croit qu'on est capable de prendre nos responsabilités. Il y a des villes, une ville comme l'Assomption, qui a 24 000 de population, qui donne un service à Saint-Sulpice, qui ont exactement le même niveau de service. On a regardé les chiffres, on est capable, on a l'expertise. Il y a des villes comme Richelieu, Saint-Mathias, qui sont réceptifs, si on a notre corps de police, à être desservis par la ville de Chambly. Donc, on aurait une police de proximité au niveau du bassin de 3 municipalités qui regroupent près de 40 000 personnes. Sauf que là, à défaut d'avoir votre propre police, là, cette fois-ci, vous demandez au gouvernement la permission d'avoir une desserte policière, mais via la Sûreté du Québec? Moi, mais là, écoutez, ça peut paraître très technique, mais à un moment donné, il y a une question que la ministre, d'une façon, comme vous le dites moi-même, sans raison, nous dit non. Par définition, elle croit qu'on va rester par la Régie. Donc, elle essaie indirectement, ce qu'elle ne peut pas faire directement, c'est nous garder mariés avec la Régie. Là, à partir de ce moment-là, nous, ce qu'on a dit, la Régie intermunicipale de police est terminée depuis juin 2014, excusez-moi. C'est terminé depuis. On a demandé une prolongation pour avoir le temps de négocier la séparation des actifs jusqu'au 1er janvier 2016. Mais c'est terminé, là. C'est terminé. Donc, la ministre, on lui dit, tu nous as refusé nos responsabilités qu'on veut prendre, mais regarde, ta juridiction, c'est la Sûreté du Québec. On va y aller à la Sûreté. En plus, ça va nous faire plaisir. Elle va être subventionnée à un certain pourcentage selon la loi en vigueur au Québec. Donc, nous, on est très heureux de ça, là. Mais pensez-vous avoir le même niveau de service avec la Sûreté du Québec que le niveau de service que vous avez actuellement avec la Régie? Je crois que la Sûreté du Québec est un corps de police national qui donne les seuls corps de police présentement au Québec qui donne le niveau 6.
écoutez, l'expertise des policiers de la Sûreté du Québec. Puis là, ça me permet aussi de spécifier que c'est aucun rapport sur un vote de désaveu par rapport aux services que les hommes et les femmes de la Régie intermunicipale de police nous donnent présentement. C'est vraiment une aspiration légitime d'une population qui veut son corps de police de proximité, avec des gens qui viennent de notre communauté, qui vont évoluer, qui vont nous répondre à nos besoins à nous. Quels sont les irritants actuels dans la régie? Est-ce le fait que le poste est quoi, situé à Sainte-Julie, je pense? Bien, il y a un poste, il y a un centre de commandement. En réalité, le quartier général de Sainte-Julie, le poste de gendarmerie est à Belleuil. On a un service gardé encore dernièrement, là. On a sur le bassin des tirs d'armes à feu à cause de la chasse. Ouais. Les citoyens se plaignent, appellent à la régie, pourriez-vous assurer notre sécurité? La régie dit, on n'a pas d'embarcation, on n'est pas capable d'y aller. L'embarcation est remisée. Ça vaut quoi? Ils nous appellent, nous, à Chambly, pour qu'on mette à leur disposition nos embarcations. Nous, on serait capable de donner le service. On nous le refuse de le donner. Puis Québec, je le dis encore, ne subventionnera en aucun temps le service de police à Chambly. Alors, en quoi la ministre vient nous dire, là, elle vient jouer directement dans nos champs de compétences, dans notre autonomie municipale. Bon, et là, pour cette demande de desserte par la SQ, est-ce que le ministère a statué là-dessus? Non, pas encore. Écoutez, la dernière fois qu'on a fait une demande à la ministre, justement, sur la desserte policière pour avoir notre corps de police, ça a pris 6 mois. Là, évidemment, les délais sont relativement restreints. Fait qu'on l'a informé qu'après le 30 octobre, si on n'avait pas de réponse, on allait considérer que ça allait être une réponse négative, puis on prendrait nos responsabilités à ce moment-là. Là, il va arriver quoi par la suite? Parce que si la régie est pour éclater un jour, puis je présume que vos la régie partenaires... est éclatée. Bien, elle est déjà éclatée. Elle est éclatée. Mais la régie de police, c'est encore en opération. Oui, c'est là qu'à un moment donné, juridiquement, il y a une certaine problématique, là. La régie, par définition, c'est terminé. Donc, on a demandé une prolongation jusqu'au 1er janvier. Les villes ont demandé une prolongation jusqu'au 1er janvier pour pouvoir assurer la transition. Bon, on n'a même pas eu de décret ministériel statuant cette prolongation-là. Ça pose beaucoup de problèmes. Personnellement, comme juriste, ça me pose des problèmes. Mais après, au 1er janvier, nous, on a envoyé une résolution comme disant à la régie de police, vous n'avez plus de statut juridique à Chambly. Vous n'avez plus. Fait que cessez de venir patrouiller ici. Vous n'avez plus de statut. La ministre peut bien penser qu'elle va nous envoyer un décret, là. J'ai hâte de voir sur quel fondement juridique dans la loi elle va s'asseoir. Mais en même temps, le gouvernement ne peut pas laisser un territoire sans desserte policière. Donc, par défaut, c'est la SQ qui va aboutir chez vous. On revient à ça, là. Exact. On a fait la même facture. Bien, on a déjà une facture. Non, je sais. Mais subventionné, il y a des méthodes. Un peu plus. Il y a des méthodes de subvention. Regardez des villes comme Joliette, Valleyfield, Saint-Hyacinthe. Drummondville. Bien, Drummondville, on peut chercher la sûreté. Ils peuvent, écoutez, c'est sûr qu'ils peuvent avoir des récriminations au niveau du service, mais ils ont quand même une belle Sorel, un beau retour ces subventions. Nous, ça nous coûte 4 300 000 de quote-part, plus 800 000 de billets qui sont donnés à l'intérieur de la ville de Chambly. On n'est pas loin de 5 millions. Mais écoutez, si on reçoit 25 de ça ou 50 on ne dira pas non. Quels sont les autres enjeux à Chambly? Parce que ça fait quand même un petit bout de temps que vous êtes à la mairie. Vous avez été réélu il n'y a pas si longtemps. Enfin, en fait, ça fait 2 ans. Mais dites-moi donc, c'est quoi les principaux enjeux à Chambly? Mis à part, évidemment, la desserte policière, là, qui est un enjeu du moment. Là. Écoutez, présentement, on a un bel enjeu. On est en train de formater pour doter la région d'une infrastructure culturelle importante. Donc, on veut créer une bibliothèque avec une salle de spectacle de 400 places, une salle multifonctionnelle qui va servir pour des besoins chambliens, mais aussi qui va être une salle de spectacle de 400 places qui va permettre de faire rayonner la culture sur la Rive-Sud. Et c'est une infrastructure que vous n'avez pas en ce moment? Les gens se débrouillent de quelle façon? Quand on veut tenir un spectacle à Chambly, on va où? Bien, présentement, on n'a pas de salle de spectacle adaptée. On a des salles, mettons, une salle des aînés, on a une salle Randall Hall, mais ça reste quand même des salles qui sont pas adaptées pour donner des spectacles avec des sièges confortables, c'est des chaises qu'on démonte ou qu'on lit. Et au niveau des bibliothèques, avez-vous... On a une bibliothèque, mais ça est normé, étant donné que la ville de Chambly a quand même eu un accroissement démographique assez important. Donc, la bibliothèque qu'on a présentement en termes de pieds carrés, c'est comme ça qu'on calcule, est normée seulement à 30 de ce qui est les normes acceptables. Donc, on vous donne un exemple, on a environ une bibliothèque de 8 000 pieds carrés, on devrait avoir entre 16 et 19 000 pieds carrés. Bon, là, vous n'avez plus de problème de patinoire. Ah non, on a réglé, nous. Ça, c'est réglé. On a réglé, nous. Donc, là, il y a plus d'athlètes. Donc, les gens peuvent aller jouer au hockey de façon assez... Vous savez, on a présentement, pour une population, comme je disais tantôt, de près de 29 000, on a
4 glaces, ce qui fait un ratio quand même important. On a une des villes qui a un meilleur ratio glace versus population. Il y a beaucoup de gens de Saint-Jean qui viennent jouer à Chambly, là, présentement. Ça vous fait sourire? Oui. Est-ce qu'il y a encore de l'espace pour du développement domiciliaire? Et je veux juste revenir. Oui. Ça me fait sourire. Pourquoi? Parce que j'entendais votre prédécesseur qui parlait de fuite économique. Et ça n'était une énorme fuite économique. Ah, tout à fait. Et ça n'est une pour vous, parce que quand les gens quittent une ville pour aller avoir un plateau sportif à l'extérieur, bien, ils vont consommer, ils vont mettre de l'essence, ils vont aller aux Jean Coutu, ils vont aller, comprenez-vous? C'est tout un ensemble de facteurs. Donc, on amène, nous, de l'argent présentement. Et c'était le but, ça. Bon, parce que Chambly est passé de 22 000 à 29 000 30 000 dans l'espace de pas grand temps. Et avec quand les même. développements qu'on va faire présentement, on a 2 développements majeurs. Évidemment, on va cibler 30 31 000. Et à partir de ce moment-là, la ville va avoir atteint sa maturité en fonction du zonage, ce qu'on appelle le zonage blanc versus le zonage vert. Êtes-vous rendu à l'étape de densifier, Oui, d'avoir bien, des trucs en hauteur? Bien, présentement, Saint-Jean n'a pas cette problématique-là, Chambly-là, parce qu'on fait partie de la CMM, Oui. le fameux PEMAL, le Plan métropolitain d'aménagement et de développement. Donc oui, on doit atteindre une certaine densification. On a des cibles à atteindre, et c'est correct, on les atteint là. Avez-vous des enjeux au niveau de la circulation, problématiques de transport? Ouais. Oui, effectivement, il y a une problématique d'entrée, évidemment, par la 10. Et, bon, tout le monde sait qu'entre la 30 et la 35, il y avait eu une autorisation du gouvernement précédent, le gouvernement péquiste, à l'effet d'élargir l'autoroute 10 et de reformater tous les changeurs de la 35, qui est quand même une porte d'entrée directement aux États-Unis. Donc, c'est là qui est la porte d'entrée majeure. Pour des raisons d'austérité, on a tout mis sur la glace ces agrandissements urbains. On a de l'autre côté aussi, on vient de terminer une étude de circulation avec le ministère des Transports, Longueuil et Carignan, parce qu'il faut comprendre que, oui, on est 3 villes sur la 112. Donc, on attend les résultats de cette étude de circulation. On est parfaitement conscient qu'il y a une problématique à ce niveau-là. Ça, c'est le prix à payer pour le développement, c'est ça? Bien, c'est le prix à payer. C'est surtout le prix à payer. On va vous donner un exemple. On a été cité même par l'ONU. C'est terminé sur l'Academy Award pour le développement, le déplacement durable. On est la seule ville présentement en Amérique du Nord que notre service de transport en commun, l'Interville, est gratuit. Comprenez-vous? Donc, c'est majeur. On a pris de grandes décisions. Mais prenez un citoyen de Chambly. Il est sous notre juridiction. Il s'en va à l'AMT. Il s'en va sur le parc incitatif. Il embarque dans l'autobus sous la juridiction de l'AMT. Il s'en va à 10. Il devient sa juridiction du gouvernement du Québec. Passe sur le pont Champlain, on va y avoir une problématique, tombe sur la juridiction du fédéral, retourne sur la juridiction du MTQ, rentre dans la juridiction de Montréal. Comprenez-vous? Et personne ne se parle. Il n'y a pas de continuité. Oui. On est le seul pays du G7, peut-être du G8, je ne sais plus si les Russes sont encore avec nous autres, là. Fait qu'il n'y a pas de plan de transport national, pas de plan de développement, on n'a pas ça, nous autres. Et on est les seuls pays industrialisés qui n'ont pas de plan de développement du transport. Fait qu'il faudrait, à un moment donné, que quelqu'un prenne le leadership et dise, regardez, là, il y a une réalité. On développe, mais le MTQ nous dit qu'on n'a pas de budget pour faire créer des routes. M. Lavoie, merci beaucoup. Bonne continuation. Ça fait plaisir. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'autisme et autres différences. Parlons maintenant du nouveau centre de stimulation ABA qui offre la possibilité aux familles d'avoir différents services de stimulation. On parle ici d'autisme et d'autres différences. Avec nous pour en parler, Annie Ducharme. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Qu'est-ce que ça veut dire ABA? En fait, c'est Apply Behavioral, c'est en anglais. En français, c'est Analyse appliquée du comportement.
Donc, c'est une thérapie qui existe depuis longtemps. C'est le docteur Lovas qui a fait toutes ces démarches dans les années 50-60. Et donc, ça part de là, de toute son expérience avec les enfants et créer cette thérapie-là, et qui est en fait la seule thérapie qui démontre vraiment scientifiquement là, les résultats, de très bons résultats. Bon. Et tu connais cette thérapie-là depuis combien de temps? En fait, moi, je suis depuis 2002. J'ai commencé en 2002 à travailler avec les enfants autistes. Et j'ai été formée par la clinique ABA à Montréal, qui est très reconnue, entre autres. Je pense il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent de l'Europe, des États-Unis pour venir à Montréal. Et donc, moi, je travaillais avec Dr Bernard, qui est psychologue, qui avait ouvert sa clinique, je pense, en 2001. Donc, j'étais dans les premières thérapeutes à travailler avec elle. Et là, je vous dirais que depuis à peu près 2-3 ans, je me questionnais beaucoup. Je voyais beaucoup de gens de la région qui me disaient on n'a pas ces services-là du tout dans la région. Des cliniques comme ça, il n'y en a pas, en fait. Donc, moi, c'est vraiment un centre où les familles peuvent avoir des services de stimulation. Il va y avoir en fait, il y a une superviseure clinique qui monte les plans d'intervention avec les thérapeutes. Selon les besoins de l'enfant, selon où il est rendu dans ses apprentissages. Et en quoi consiste la thérapie? En quoi elle est différente et en quoi on peut vraiment faire la corrélation que ça fonctionne? Mais la thérapie ABA, c'est vraiment du 1 à 1. Premièrement, tu travailles toute seule avec un enfant et c'est du behaviorisme. Donc, c'est vraiment un essai-erreur, du renforcement positif tout le temps. Donc, le docteur Lovas a travaillé beaucoup. On peut voir des vidéos beaucoup sur Internet. Souvent, les gens vont dire « Ah, c'est épouvantable, la thérapie ABA, on a l'impression que c'est des animaux quand ils travaillent avec les enfants. » Mais moi, pour avoir travaillé depuis 2002 avec plusieurs types d'enfants autistes, parce que tu as des enfants autistes qui ont des déficiences intellectuelles, il y en a qui n'ont pas de déficience intellectuelle, il y en a qui ont des troubles de déficit d'attention. Je vois vraiment que c'est très efficace. C'est une thérapie qui rapidement montre des résultats, que ce soit au niveau des habiletés sociales, que ce soit au niveau de la motricité, du langage. Un enfant qui a son diagnostic, parce que, évidemment, pour venir au centre, il faut que l'enfant ait déjà son diagnostic. Ouais. Nous, on ne donne pas de diagnostic, donc on ne fait pas les tests. Il faut que les parents aillent chercher leur diagnostic pour venir travailler avec nous. Mais ces enfants-là, le jour, la semaine, ne vont-ils pas dans des écoles ou des écoles spécialisées? Ou est-ce que ce genre de stimulation-là ou de thérapie ABA est offerte dans les services publics ou pas vraiment? Écoutez, moi, je travaille avec des enfants qui peuvent avoir 1 an et demi, 2 ans. Aussitôt qu'ils ont leur diagnostic, on leur dit qu'il faut commencer de travailler. Donc, 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à temps qu'ils puissent aller en garderie et après ça, en milieu scolaire. Oui, il y a des services dans les CRDI, ils font de l'ICI. Ouais. Je pense que c'est 20 heures semaine qu'on offre aux familles. Moi, quand j'ai commencé en 2002, j'avais des jeunes enfants avec qui je travaillais 20-25 heures semaine. Puis souvent, le parent nous disait « Bon, mais parfait, le CRDI nous accorde maintenant 20 heures de stimulation. » Donc, à ce moment-là, on faisait le transfert, on continuait de travailler avec les gens du CRDI parce que souvent, les gens qui avaient commencé avec nous ne voulaient pas nécessairement arrêter les services. Mais moi, je peux vous dire que depuis à peu près 5-6 ans, j'en ai plus de familles qui me disent qu'il faut arrêter parce qu'on a notre 20 heures semaine, parce qu'il y a 2 ans et demi d'attente avant d'avoir des services. Puis c'est trop... Pas que c'est... Il n'est jamais trop tard, mais on sait que plus on y va, plus on commence jeune, mais plus l'enfant va arriver en milieu familial ou dans un CPE ou à l'école préparé. Puis là, le problème qu'on a, je pense, au Québec, c'est qu'on a pris beaucoup de retard. Oui, on a des services publics, mais je pense que notre gouvernement devrait peut-être un peu plus regarder. Il ne comprend pas, je pense, la réalité
de ces familles, de ces enfants-là, aussi leurs besoins et tout. Donnez-moi un exemple de quelque chose qui a fonctionné. Exemple, je ne sais pas, une stimulation que vous avez tentée sur un enfant d'1 an, 2 ans, 3 ans, puis que là, aujourd'hui, bon, il est capable de faire telle ou telle chose. Là. En quoi ça Écoutez, fonctionne? je vais vous donner juste un exemple d'un petit nouveau que j'ai commencé à travailler avec lui le 3 août. Oui. OK, ça fait pas longtemps. Il y a eu 3 ans, il y a à peu près 3 semaines. Donc, il n'y avait pas tout à fait 3 ans. C'est un enfant qui ne parlait pas, qui tournait toujours sur lui-même, qui n'avait aucun regard, il ne nous regardait pas. Maintenant, c'est un enfant qui dit des phrases de 2 mots, donc qui est capable d'exprimer son désir en pointant qu'il veut quelque chose. C'est quelque chose qu'il ne faisait pas du tout là, au mois d'août. Et qu'est-ce qui l'a fait débloquer? Bien, c'est le travail qu'on fait avec lui. On travaille tout seul avec lui. On travaille beaucoup l'imitation. Un enfant typique va apprendre par imitation. Donc, on va travailler les programmes d'imitation, on va travailler les programmes de langage, de motricité. Maintenant, c'est un enfant qui est capable d'aller chercher un jeu, de s'asseoir, de le faire. Donc, ça libère beaucoup le Pour les parents, c'est des petites victoires, ça, là. C'est des grands pas. C'est Ouais. des grands pas. Puis, on est au mois de fin octobre, novembre, donc ça fait même pas 3 mois. Donc, c'est un grand, grand pas pour Puis là, pour c'est eux. quoi, à raison d'1 heure par semaine ou de Non, 15 heures semaine. 15 heures par Mais c'est semaine? pas beaucoup, 15 heures semaine. Moi, j'ai des clients avec qui j'ai travaillé 30 puis 40 heures semaine. Mais un enfant qui est stimulé à 20 heures, 30 heures semaine fait de grands, 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 grands pas rapidement. Et on peut, après ça, l'intégrer dans un CPE facilement. Ouais. Et puis moi aussi, avec le centre, c'est ça que je veux développer, c'est d'aller voir les CPE puis de leur donner des outils. Parce que je rencontre beaucoup de filles qui travaillent dans les CPE puis ils me disent « Annie, j'ai une famille qui a un enfant autiste, mais je sais pas trop, je suis certaine, mais je sais pas trop comment leur dire. C'est pas évident non plus. Puis ça aussi, c'est vraiment aller sensibiliser ce milieu-là, ce qu'on n'a pas fait encore là, actuellement. Est-ce que, c'est une drôle de question, mais évidemment, parfois ça prend des sous pour tout ça, là, mais Ouais. est-ce que le gouvernement offre des crédits d'impôt? Est-ce que les assurances privées, parfois, vont couvrir ce genre de service-là? Pour les parents là, qui évidemment, doivent... Moi, je connais des fondations qui donnent des sous aux parents qui veulent faire cette thérapie-là. Donc, on peut aider les parents à aller chercher un montant. Comme j'ai dit au début, il faut que les parents aient leur diagnostic. À partir de là, nous, on leur fournit toute la paperasse, parce qu'il y a bien des gens qui ne savent pas que ça existe. Il y a la fondation, le choix du président, qui donne quand même un bon montant pour la stimulation. Il y a 2, 3 fondations, entre autres. Donc, un parent peut passer d'une fondation à l'autre, puis... mais c'est sûr que c'est un montant à débourser pour les parents, surtout si un enfant fait 30, 40 heures semaine. Mais comme je vous dis, si on peut faire 10, 15, 20 heures semaine, on peut faire de grands pas. Parce que quand même, de mémoire, je n'ai pas les chiffres, mais souvent, quand on fait des entrevues, pour exemple, la Fondation Le Renfort Grande Ligne, là, le SRSOR, parle des fois de plusieurs centaines de jeunes en Montérégie là, qui ont différents diagnostics de TED, d'autisme, etc. Donc, c'est toujours un peu dans la même gamme. Donc, c'est ces parents-là qui nous regardent aujourd'hui, qui viennent d'avoir un enfant au monde, il y a peut-être 3 mois, 6 mois, 8 mois, 1 an, qui ne savent pas trop quoi faire, comment intégrer leur enfant. Donc, ils sont souvent dans ce questionnement-là. Oui, effectivement. De savoir quel service obtenir et comment. Bien, la première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller fouiller sur Internet, puis ils vont aller sur tous les sites. C'est sûr qu'il y a la Fédération québécoise de l'autisme qui donne beaucoup de renseignements, beaucoup d'outils pour aider les parents. Mais on sait que dans le milieu aussi public, ça déborde. Là. Il va falloir qu'il y ait un ajustement à un moment donné, puis qu'ils trouvent d'autres façons de fonctionner parce qu'actuellement, ça ne marche pas. Ils n'arrivent pas à aider toutes les familles. Puis le centre, c'est quand même, on ne fait pas juste la stimulation, il y a aussi des services que moi, je crée aussi. Donc, vous savez, comme vous savez, je suis beaucoup dans le milieu artistique aussi et je vois que ces enfants-là ont vraiment des fois une particularité, soit en art visuel ou soit en musique. Moi, j'ai une formation en musique aussi. Donc, il va y avoir des ateliers de musique, des ateliers d'art visuel. Parce que moi, quand je travaille avec mes petits loups, je suis capable de voir si l'enfant a une force en musique ou visuellement. Donc, si les parents sont intéressés aussi à aller plus loin, c'est sûr que si l'enfant a 2 ans, on ne commencera pas des ateliers de musique, mais on peut aller aussi
vers ça un peu plus tard. Parce que dans le fond, on parle de thérapie, on parle des services principaux que vous avez énumérés, mais aussi les autres services, l'atelier Relax TED pour les 14 ans et plus, donc aussi pour les enfants plus âgés. Oui, ça c'est très... en fait, j'avais fait une très belle rencontre l'an dernier lors de l'exposition du Centre d'art de Sabrevois sur le mois de l'autisme. C'est un jeune qui est TED, qui a un diagnostic de TED, qui a 21 ans et qui a créé un atelier de relaxation. Lui, quand il allait à l'école, quand il était petit, il avait besoin de relaxer. Puis, il a offert ça, je pense, dans un centre à Saint-Jean. Et ça a très, très bien fonctionné. Donc, moi, je lui donne la place. Il y a de la place pour lui dans le local pour faire son atelier. Parce qu'on sait que ces enfants-là, même s'ils sont à l'école depuis le primaire, secondaire, ils vivent beaucoup, beaucoup de stress dans leur milieu scolaire ou dans les garderies. Donc, c'est une façon d'aider aussi parce que souvent, on a des services pour les tout-petits. Puis, plus ils grandissent, moins on a de services. Donc, je trouvais que c'était le fun de leur donner une place aussi aux adolescents. Donc, nouveauté, centre de stimulation ABA, donc offert aux familles ici de la région pour l'autisme et autres différences. On parle de diagnostic de TSA. TSA, oui, trouble du spectre de l'autisme. Avec ou sans déficience intellectuelle. On a une page Facebook, donc les gens peuvent venir voir la page Facebook. Ils peuvent aussi nous poser des questions. Puis, Et c'est situé ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu. À Saint-Jean-sur-Richelieu, oui. Bien, merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Vaccination, mythe ou réalité, conférence de l'infirmière Martine Leroux. C'est le jeudi 12 novembre à 19h à la bibliothèque de Saint-Luc. Entre-temps, n'oubliez pas le Télébingo tous les dimanches matin à 9h30 avec 3 500 $ en prix. Prochain rendez-vous, c'est demain. Bye bye.